Alors, venons-en maintenant directement au thème du séminaire. Donc, c'est l'éthique du séminaire, en fait, des 3 prochains séminaires, puisque on a décidé de faire une espèce de grand séminaire sur l'éthique en 3 articulations. En ce qui me concerne, on fera cette année l'éthique à travers Sophocle et la tragédie. L'année prochaine, l'éthique à travers Aristote. Et l'année suivante, l'éthique à travers Heidegger. Donc ça fait 3 grands penseurs, 3 expériences de la parole très différentes. Et cette semaine, c'est un des très grands penseurs qui a comme caractéristique d'être un des très grands penseurs de notre monde, mais aussi un des plus grands poètes de tous les temps. Et donc vous verrez avec les 3, si vous suivez les 3, qu'on a un des très grands penseurs et poètes, un des très grands penseurs et philosophes, avec Aristote, et un des très grands penseurs et ni poète ni philosophe au sens strict, peut-être juste penseur. L'idée générale, c'est que l'éthique, c'est fondamentalement une manière d'être. D'accord ? Et peut-être la dimension la plus proprement humaine d'être. On ne peut pas parler d'éthique pour les animaux. On ne peut pas parler d'éthique pour les plantes, on ne peut pas parler d'éthique pour tous les êtres inanimés. Et donc, l'idée, c'est de faire une expérience à travers différentes facettes, différents angles, et la poésie est un de nos fils conducteurs principaux, mais l'idée, c'est de faire une expérience de ce que signifie être humain. À travers l'éthique, c'est ça qui est en jeu. Et donc, comme Fabrice l'a dit depuis hier, c'est indissociable de la question de la parole. Et donc, de même qu'il n'y a pas d'éthique chez les animaux et chez les êtres inanimés, il n'y a pas non plus de parole. Donc, il y a une corrélation très étroite entre le fait que nous soyons des êtres éthiques, disons, et des êtres parlants. Et donc, c'est ça qu'on voudrait faire entendre, cette corrélation intime entre éthique et parole. Autrement dit, faire une expérience de ce que c'est que l'éthique à travers la parole. Voilà, je pense, le cadre général. Et c'est sûrement une entente déjà très mûre de ce que ça signifie éthique. Dans une des dernières pièces de Sophocle, dans Philoctète, au vers 98-99, Ulysse dit à Néoptolème : « À présent, j'en ai fait l'expérience, je vois que dans la vie des mortels, c'est la parole, non pas l'action, qui conduit tout. » Et c'est très important parce que comme la tragédie est présentée en plus comme un drame, c'est-à-dire une action, c'est très important que dans une de ces dernières tragédies, Sophocle glisse ça d'une certaine manière dans la bouche d'Ulysse. À présent, j'en ai fait l'expérience, donc c'est bien quelque chose comme une certaine maturité. Je vois que dans la vie des mortels, c'est la parole, non pas l'action, qui conduit tout. Et il va falloir que nous, on clarifie cette question de l'action, de la parole, ce que signifie agir, parce que vous allez voir, on va le voir très vite. L'éthique est tout de suite prise dans la question de l'action, et donc dans la question de la morale, etc. Je vais vous expliquer ça juste après. Et donc pour bien entendre une nouvelle fois cette corrélation entre éthique et parole, donc entrer dans le plus vif du sujet, je voudrais qu'on regarde une partie du chœur d'Antigone, c'est-à-dire ce qu'on appelle le premier stasimone. Stasimone, c'est simple. Il y a différents types de chœurs. Il y a le chœur, quand les personnages du chœur arrivent, ça s'appelle parodos. Donc à ce moment-là, ils entrent sur scène en marchant, en chantant et en dansant. Et puis ensuite, il y a les stasimones. Il y en a plusieurs. Et puis à la fin, il y a exodos, quand le chœur sort. Et donc stasimone, ça dit stasis, ça veut dire le fait de ne plus bouger. Donc c'est un moment d'immobilité. Alors
là, on est tout de suite dans le monde grec avec ses tensions, c'est pas immobile parce que le chœur danse. Chœur, ça veut dire danser, donc on en reparlera, mais partout quand le chœur parle, ce qui est en général dans les éditions en italique, c'est chanter, danser et mis en musique. On en reparlera. Mais c'est une pause, c'est-à-dire il y a une fixité, parce que c'est considéré comme une pause dans l'action. Dans le déroulement de l'action, quelque chose s'arrête et le chœur parle. Donc, vous l'avez, ça, au livret, page 10. Et je voudrais qu'on regarde la 3e strophe. Moi, je vous lis la traduction que j'ai faite de la traduction de Heidegger, de ce chœur d'Antigone. Et donc, bon, là, il faut pour l'expérience, on est devant un problème, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que je le chante, que je le danse et que quelqu'un joue de la musique en même temps. Donc, on a gardé le texte, et Sophocle composait tout, c'est-à-dire Sophocle composait la musique, la chorégraphie et le texte. Nous n'avons plus que le texte. Et parce que ce n'est pas le même vers, enfin tout ça, on en reparlera demain. Donc, je ne sais pas trop comment faire. Le danser, je ne vois pas trop. La musique, on ne l'a pas, donc il faut essayer de le chanter. J'ai jamais essayé, je m'étais dit que j'inventerais une manière. Bon, alors voilà, je vais vous le lire et puis on verra bien. Donc la traduction, vous verrez, est un peu différente. Bon, nous, évidemment, le problème, c'est qu'on n'a pas le rythme dans... La langue grecque, elle est entièrement rythmée, les longues, les brèves, etc. Donc ça chante de soi-même. Nous, ça ne chante pas de soi-même. Donc, ça fait des années que je me dis comment on va faire, et puis là, maintenant, c'est aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Comment on fait pour le chanter et que ce soit vraiment incarné et sans que... Bon, allez, on essaye de toute façon. Le mieux, ils étaient 15, donc à la limite, il faudrait qu'on le chante à 15. Sophocle, il a fait passer à 15 le nombre de chorutes. Donc en plus, il y avait le fait que c'était plusieurs, etc. Mais je vais essayer de vous le lire. Dans la résonance aussi de la parole, et comprenant tout avec la vélocité du vent, il s'est trouvé, et dans l'ardeur aussi à être souverain des cités. Comment échapper aussi, il y pensa, à l'exposition aux flèches des intempéries et aux gelées aussi inhospitalières. Partout faisant expérience en chemin, sans expérience et sans issue au chemin, il arrive au rien. Cette pression seule qu'exerce la mort, il n'est à même par aucune fuite de s'en défendre, quand bien même l'heure il eut et l'adresse de se soustraire au désarroi d'un mal tenace. Alors, ça commence avec la parole et ça se termine avec la mort. Ça commence avec dans la résonance aussi de la parole, et ça se termine avec le fait qu'il a trouvé l'homme, il s'est trouvé, il s'est éduqué, dit le texte, mais là Heidegger dit s'est trouvé, parce que ça veut dire en s'éduquant, il est arrivé à lui-même. Il s'est trouvé dans la résonance aussi de la parole, et comprenant tout avec la vélocité du vent, il s'est trouvé, etc. Et il est aussi devenu souverain des cités, comment il a échappé aux intempéries. Après, il y a un passage un peu difficile, je saute, et cette pression seule qu'exerce la mort, il n'est à même par aucune fuite de s'en défendre, même si, face à des maladies très graves, il a su trouver des remèdes. Mais on a les deux pôles, si vous voulez, qui sont les deux pôles de notre espace éthique et tragique, la parole et la mort. C'est ça l'espace de notre séminaire, c'est ça l'espace éthique par excellence, une manière d'être
dans la parole qui prend sa mesure sur la mort. Et c'était une des questions ce matin, et donc oui, bien sûr, la question de la mort, elle est là, elle est partout présente. Et alors la parole, ça n'est pas n'importe quelle parole, parce qu'en grec, c'est un mot tout à fait singulier. Enfin, les Grecs, qui sont un peuple, c'est phtegma. Les Grecs, qui sont un des peuples qui ont non seulement éprouvé, comme tous les êtres humains, que être humain, ça veut dire parler, mais en plus, ils l'ont pensé, en plus de l'avoir éprouvé. Ils ont toute une pléiade de mots pour dire la parole et ce que ça veut dire, et il y en a un qui est phtegma. Et pour rendre sa singularité, Heidegger ne le traduit pas par parole, mais si vous avez entendu ce que j'ai dit, il dit dans la résonance aussi de la parole. Donc là, Heidegger traduit de manière développée das Getöne des Wortes, c'est-à-dire vraiment la résonance, le son que fait la parole, le fait qu'une parole, c'est sonnant. Ça s'entend, en plus, vous voyez, on est au cœur du cœur, mais donc ça chante et ça sonne. C'est cette parole-là qui est éthique au premier chef. Et c'est cette parole-là que nous, on va essayer de vous faire entendre. Et c'est pour ça qu'on lit et on va vous lire des poèmes de manière très régulière. On va vous dire des poèmes plus que vous les lire. Et alors, je voudrais vous lire à ce sujet le passage de la thèse d'une amie très chère qui s'appelle Adéline Froidecourt et qui a écrit une thèse qui s'appelle Pindare et Sophocle, présence de la poésie dans l'introduction à la métaphysique de Heidegger. Et j'ai pensé que ce serait une très belle manière de lire une page et demie de son travail, qui dit, je pense, ce qu'on fait et ce qu'on va essayer de vivre ici. Donc ça parle de cette modalité de parole qui s'appelle to phtegma et qui donne à l'éthique sa tonalité singulière. To phtegma, dit-elle, est une parole qui touche celui qui l'entend et le met d'emblée dans une certaine disposition. Nous avons repris les traductions de phtegma par voix, tout en sachant que c'est insuffisant. Le mot voix a l'avantage d'être l'indice de ce qui résonne et parle sur un certain ton. Le phtegma n'est pas la parole qui dit quelque chose de quelque chose, à l'instar du legeinti katatinos. Bon, ça, je vous dis, c'est la parole logique, dire le ciel est bleu, etc., etc. C'est le fil conducteur de la parole en tant qu'elle est logique. Ça, c'est Aristote. Donc, le phtegma n'est pas la parole qui dit quelque chose de quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne faut pas essayer de comprendre. Ça ne veut pas dire ni rien entendre. Ça veut dire entendre sans se crisper sur le fait que la poésie dirait quelque chose de quelque chose. Ce que je viens de vous lire, et ça ne dit pas quelque chose de quelque chose. On ne peut pas saisir ça comme ça. En revanche, on peut l'entendre. Donc, phtegma, c'est ça. Ce n'est pas une parole qui dit quelque chose de quelque chose, à l'instar du legeinti katatinos, dire quelque chose de quelque chose, mais la parole à travers laquelle tout se module à travers une certaine tonalité. Ce que Heidegger nomme Stimmung. Donc toute une mise en résonance. Vous comprenez, c'est une parole qui est une mise en résonance d'une certaine tonalité. Quand on entend les poèmes, quand on a entendu hier voyelle, je pense que c'est suffisamment clair ce que veut dire la mise en résonance. Et que ces couleurs étaient des sons, aussi bien que des lettres. C'était pourquoi il peut passer de l'un à l'autre Rimbaud. Parce que c'est une tonalité. Vous comprenez, une couleur au sens, on pourrait dire une couleur d'un son, un timbre, etc. C'est une parole qui... Et dans la lecture d'hier, c'est évident qu'un des points culminants, ça a été ça. Ça a été voyelle. Le silence était encore plus intense que pendant tout le reste, etc. Ça s'entendait parfaitement que là, il y avait une tonalité singulière dans la salle, entre nous tous. Donc en plus, c'est une tonalité partagée. Très important, ça. To phtegma est ainsi la parole qui, se donnant à entendre, résonne dans la mesure où elle touche et fait vibrer le monde.
Tout ça, je pourrais vous le donner, hein, c'est pas la peine de noter. Écoutez juste, hein, ça, je lui demanderai, je vous le taperai le texte où on pourra l'avoir. Heidegger avait initialement traduit Phthegma par das Lauten des Wortes, l'ébruitement de la parole, donc toujours l'idée que ça s'entend, que c'est sonore. La traduction par das Getöne des Wortes accentue la manière dont la parole touche l'être humain et la manière dont le monde vibre autour de lui à travers le ton d'une parole. La parole déploie un certain rapport au monde, même quand elle n'énonce rien. Même un cri d'effroi ou encore une exclamation imprégnée de joie font entièrement vibrer le monde d'effroi ou de joie. Et si vous avez regardé dans Sophocle, il y a tout le temps des cris. Alors dans les anciennes traductions, souvent il les saute, mais il y a des yo, yo, électre, hélas, hélas, ça dit rien, hélas, c'est juste une tonalité. Là, je crois que si je me souviens bien, quand Électre prend la première fois la parole dans la tragédie, c'est hélas, hélas. C'est-à-dire c'est le son de la douleur. C'est pas, elle ne dit pas je vais vous expliquer, je suis triste. Elle n'énonce rien. Et il y a des purs sons, hein, il y a qui étaient tout à fait typiques des bacchanales, etc. Il ne s'agit donc... Das Getone est l'indice du rassemblement du monde en tant qu'il résonne sur un ton. Das Getone des Wortes, ce qui se fait entendre en résonnant en un monde à travers une tonalité. Il ne s'agit donc pas tant d'apprendre à parler que d'apprendre à se situer par rapport à ce qui se fait entendre. Ça, c'est, enfin, vraiment, là c'est une page de pure grâce hein, qu'elle a écrite là. Apprendre le phthegma ne signifie pas nécessairement apprendre à se faire entendre, cela signifie surtout apprendre à recevoir ce qui, en tant que phthegma, et donc en tant que parole résonante, se donne à entendre. Pour reprendre l'exemple de l'électre de Sophocle que nous avons déjà cité, le chant des oiseaux est un phthegma, avec lequel apparaît l'aube qui promet une nouvelle vie à la cité entachée du crime d'Agamemnon. Les animaux font entendre un son qui devient résonance de sens pour les êtres humains. Et au point que si vous avez lu, Électre, elle est un rossignol. Elle dit ça, c'est le rossignol, parce que rossignol en grec ça veut dire chant. Donc on en reparlera de ça. Autrement dit, il n'y a de phthegma de résonance d'une tonalité que pour les êtres humains, même si le mot grec désigne aussi bien le son que fait entendre un animal. Mais la résonance de sens, elle n'est qu'humaine. Assurément, Sophocle renvoie bien dans le chant à la parole, mais il n'est pas possible d'écarter le fait qu'il s'agit d'apprendre la parole comme résonance d'une tonalité qui s'entend. La question reste de savoir comment apprendre la parole à partir de ce qui se fait entendre. Et ça, c'est une question que nous nous posons, nous, adultes, que ne se posent pas les enfants. Les enfants apprennent la parole dans la résonance. D'accord ? Ce qui fait qu'après, leur orthographe, au début, elle est totalement baroque, et donc ensuite, on leur explique que... Mais pour eux, les mots sont des sons, et des sons, ça veut dire des résonances en fonction des moments, et eux ne sont absolument pas à se poser cette question. Et c'est nous, adultes, qui avons à retrouver la résonance de la parole. Un enfant, il n'est que là-dedans. Littéralement, Sophocle dit que l'homme a appris ce qui, en parole, se reçoit et se donne. Apprendre à parler, c'est aussi apprendre à entendre. La parole est avant toute chose ce que nous apprenons à suivre. Nous apprenons à la parler en suivant les possibilités de ses ressources. Donc ce n'est pas nous qui parlons, c'est la parole qui nous parle. C'est la parole qui parle et nous, on essaie de lui répondre, si vous voulez. Et pour ça, il faut évidemment qu'on se libère de l'idée que la parole transmet une information et qu'on serait, nous, l'émetteur du message et tout le délire de la communication du message, etc., est d'emblée à côté de ce que signifie parole. Dans le sens qu'on cherche à éveiller, dans le sens éthique proprement humain. Phthegma n'est pas un mot choisi au hasard par le poète,
nous ne pouvons restreindre sa portée au mot logos, qui est la parole pensée, la parole logique, en étant d'avis que la plus ancienne pensée grecque de la parole ne peut concevoir cette dernière que comme logos. Bon. Pour le poète, ce n'est pas la parole comme logos qui concerne au premier chef l'être humain, mais la parole qui se fait entendre. Dans cette perspective, se faire à la parole comme phtegma ne signifie pas apprendre à articuler des noms et des verbes, mais avant tout apprendre à entrer en résonance vis-à-vis de ce qui est parlant. Et donc, écouter, c'est autant parler que parler effectivement. Apprendre à entrer en résonance vis-à-vis de ce qui est parlant, de la parole en tant qu'elle touche et interpelle. Peut-être ne pouvons-nous le comprendre si nous continuons à penser qu'apprendre signifie recevoir des connaissances. Apprendre suppose que l'on sache être touché par ce qui nous parle, que l'on soit donc en situation d'entendre. La première chose qu'apprend l'être humain est peut-être à entrer en résonance. Le fait que la résonance d'une tonalité soit évoquée en tout premier lieu par le poète montre que la parole n'est pas le premier élément d'une série de choses à apprendre, mais ce qui gouverne tout apprentissage et toute situation humaine. C'est pour ça que la strophe s'ouvre là-dessus. C'est par la parole que tout le reste pourra être appris, puisque c'est la parole qui commande le fait d'être atteint par quelque chose. Patočka, qui est un autre philosophe, commente ainsi le propos de Sophocle. C'est elle, la parole, qui dote la pensée humaine de finesse, d'acuité et de la communicabilité qui permet dès lors de s'accorder, de s'entendre, de s'unir, de partager une même manière de voir. Et ça, on l'a bien entendu hier, nous étions accordés à une résonance, même si sans doute on ne comprenait pas du tout tous la même chose. Il y a ceux qui connaissent le poème, il y a ceux qui ne le connaissent pas, il y a ceux qui l'ont travaillé, il y a ceux qui savent que, etc., etc. Et pourtant, il y avait un accord commun. Donc une tenue commune, une manière d'être ensemble. Donc quelque chose de véritablement éthique. Elle qui, enseignant le commun, donc la parole, rend possible la communauté, l'esprit civique. Et donc c'est ce qui permettra en plus la politique, ça, on va voir. La parole est à l'origine de la possibilité de créer un espace fermé qui protège du dehors, d'avoir un chez-soi, un foyer, de se mettre à l'abri des éléments extérieurs, du froid, de la pluie, de l'ardeur du soleil. Donc là, il commente la suite du chœur, tout ce qu'on a vu ensuite. La parole ouvre un espace commun, c'est Adéline qui reprend, la parole ouvre un espace commun à partir duquel se façonne le lieu d'être au sein duquel s'entendre et s'y entendre concernant tout ce qui interpelle l'être humain comme tel, qui ne parle pas en mots et qui pourtant se donne aussi d'une certaine façon à entendre. Nous apprenons ainsi à partir du chant de l'Antigone que la parole déploie une résonance grâce à laquelle nous pouvons ensemble parler et entendre. Voilà. Donc ça c'est l'espace propre de la tragédie, et il ne faut pas oublier que, je vais y revenir souvent, c'est un espace de parole. Mais pas n'importe quelle parole, pas une parole philosophique, pas une parole logique, pas une parole énonciative, pas une parole informative, un autre type de parole. Maintenant qu'on a l'espace ouvert, on peut commencer des choses un peu plus précises. Alors d'abord sur éthique. Là, il faut que je vous dise un certain nombre de choses concernant le mot, ce mot que tout le monde emploie, que tout le monde connaît. Et comme souvent, vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez pas en fait ce qu'il signifie. Comme presque tous les mots qui façonnent notre monde, il vient du monde grec, et on ne sait pas ce qu'il veut dire à l'origine, d'où une certaine détresse dans notre manière actuelle de penser, détresse qui ne va pas s'arranger puisque l'enseignement du grec et du latin vient de disparaître de l'enseignement du collège. Donc
on ne risque pas de se donner les moyens de comprendre où on en est. Alors, éthique, si vous regardez dans le Littré, éthique est précisé de la manière suivante, terme de philosophie, la science de la morale. C'est un peu opaque comme définition, mais c'est très précis, c'est très rigoureux et c'est très vrai surtout. Comme adjectif, ça veut dire qui appartient à la morale. Si on regarde dans le trésor de la langue française, dans le TLF, comme on dit, c'est écrit science, donc à nouveau science, science qui traite des principes régulateurs de l'action, science qui traite des principes régulateurs de l'action et de la conduite morale. Donc vous voyez, on est tout de suite la question de l'action. Donc, c'est un terme en réalité technique, le mot éthique. Vous voyez, pour Littré, c'est pas si loin, on est au XIXe siècle, c'est pas du tout un terme du vocabulaire courant, hein, c'est un terme technique, philosophique, qui désigne une science, la science de la morale. Et même pour le TLF, je veux dire, par rapport à l'emploi surabondant qu'on en fait aujourd'hui, en réalité, c'est un terme très rigoureux qui appartient au vocabulaire philosophique. C'est une science, et là, c'est une manière de renvoyer le problème, c'est la science de la morale. Donc la question, évidemment, c'est qu'est-ce que ça veut dire la morale, si on veut comprendre. Alors, la morale en philosophie, c'est ce qu'on oppose à la connaissance. Hein, il y a la distinction tout à fait traditionnelle, il y a le domaine de la connaissance, c'est-à-dire du vrai et du faux, il y a le domaine de la morale, qui est le domaine de l'action, et donc du bien et du mal. Et à travers la morale sont en jeu, donc évidemment, l'action. Qu'est-ce que c'est que bien agir ou mal agir? Et là, on voit comment l'éthique, effectivement, a trait à ça. Mais sont en jeu, donc, la volonté, c'est-à-dire la faculté d'agir. Sont en jeu les passions, qui remuent l'homme et qui peuvent obscurcir sa faculté d'agir, la troubler, l'infléchir dans un sens ou dans l'autre. Et finalement, le caractère de l'homme, sa disposition, dans telle et telle situation, etc. Là, vous avez tous les paramètres pour déterminer, comme le font les philosophes, ce que c'est qu'une action. Donc, on est dans le domaine du bien et du mal, et il s'agit d'établir des règles. Hein, il y a des règles qu'on a appelées ensuite des normes. Donc là, on est en plein là-dedans, la question de la normalisation éthique. Où trouve-t-on et comment établit-on les normes en éthique médicale, en éthique tout ce que vous voulez, où trouve-t-on la source de ça? Il s'agit donc effectivement de prescrire des règles d'action. Faut-il faire ça? Faut-il ne pas le faire? Dans quelle situation? Dans quelle autre situation? Ça met en jeu aussi la finalité de l'homme. Et donc, à travers la question de la finalité de l'homme, la question du bonheur. Ça, c'est plus ancien. C'est une question qui a un peu disparu de la morale moderne, mais vous verrez que chez Aristote, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça confine aussi au droit. Hein, il y a un point de contact entre la morale et le droit, même si le droit est un domaine tout à fait spécifique qui doit juger de fait, alors que l'éthique et la morale, c'est plutôt de ce qui est à faire. On n'est pas dans le fait, on est dans le à faire. On ne peut quand même pas penser un droit abstraction faite de toute morale, évidemment. Même si c'est évidemment la tendance des techniciens du droit, des techniciens de la pure contractualité du droit, c'est de considérer qu'on ne s'occupe que du code civil, abstraction faite de toutes les questions morales. Mais en réalité, il y a un point de contact entre le droit et la morale. Alors, si vous regardez bien ça, la question de l'action, la volonté, les passions,
le caractère de l'homme, la finalité de l'homme, et même le droit ou la justice, tout ça, effectivement, est au cœur des tragédies. C'est ce qui fait une tragédie de Sophocle. Toutes ces questions y sont. Sauf que, alors ça c'est un sauf qui est assez important, sauf que ça ne se formule pas en termes moraux, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de droit dans ce sens-là, et la finalité de l'homme se pense d'abord par rapport à la question de la mort. Autrement dit, c'est bien en rapport avec tout ce qu'on vient de dire, la tragédie, mais c'est formulé d'une manière qui n'a aucun rapport avec toutes ces déterminations-là. Et c'est la difficulté face à laquelle on va se trouver. Si vous avez lu les tragédies, vous devez voir, sentir, éprouver qu'on ne peut pas les condamner moralement, on ne peut pas condamner Oedipe, qui a en fait rien fait, donc on verra tout ça un peu plus tard. En tout cas, vous devez sentir que toute notre conceptualité traditionnelle, morale ou éthique est très insuffisante pour savoir, au fond, de quoi il retourne dans ces tragédies. Alors, le mot éthique, précise le TLF, c'est un emprunt au latin de l'époque impériale. C'est donc un décalque, en fait, de Etica. Qui est synonyme de morale, tout simplement, et qui appartient au vocabulaire philosophique strict. Hein. Donc ce n'est pas du tout un mot en usage courant comme aujourd'hui à l'époque romaine. Vous l'avez dans Olugélé dans les Nuits Attiques, bon, peu importe. Personne, assurait-il, n'avait mieux étudié que lui la science de la morale, c'est Ethica res, d'accord ? La nature de l'esprit humain, etc., etc. Vous l'avez dans Lactance, où il écrit « Si la physique ni la logique ne servent de rien pour nous rendre plus heureux, on ne peut plus avoir recours qu'à la morale, Ethica, à laquelle on dit que Socrate s'appliqua uniquement. » Alors ça, c'est une occurrence importante parce qu'elle révèle quelque chose de très très précis dans l'histoire de la pensée. Vous voyez, si la physique ni la logique ne servent de rien pour nous rendre plus heureux, on ne peut plus avoir recours qu'à la morale. Physique, logique, éthique. Éthique morale, si vous voulez. C'est au fond la conception que les gens ont de la philosophie. Elle est séparée en 3 domaines. Le domaine logique, le domaine physique et le domaine éthique. Et c'est tout à fait caractéristique de l'époque romaine. Les Romains pensent comme ça la philosophie, en 3 disciplines, comme on dit. Et toutes les questions philosophiques ressortissent soit à la physique, donc les lois de la nature, soit à la logique, la question de l'art du raisonnement, soit à l'éthique, la question de l'action humaine. Et toute la philosophie s'est retrouvée, à partir d'un certain moment, qu'on va voir, prise entre ces 3 disciplines scolaires, physique, logique, éthique. Alors, à Rome et dans tout le monde romain, la philosophie n'est appréhendée que comme ça, mais cette idée-là de la philosophie en parties, comme on dit, à l'époque on ne disait pas encore discipline, la philosophie en 3 parties, elle est antérieure au monde romain, elle vient des philosophes qui font le lien entre les Grecs et les Romains, c'est-à-dire des stoïciens et des épicuriens. Donc cette division de la philosophie en parties, vous l'avez déjà à l'époque stoïcienne, chez Zénon. Alors ça, on a les témoignages par Diogène Laërce, peu importe. Ils disent que le discours philosophique, les stoïciens, comprend 3 parties. Il contient en effet les parties physiques, éthiques, logiques. Voyez ? Le premier à avoir opéré cette division fut Zénon de Cityon dans son traité sur la raison. Et chez Épicure aussi, on a alors la canonique, qui est effectivement la physique, l'éthique.
Et l'éthique contient ce qui a trait au choix et au refus d'agir. Donc à nouveau, l'éthique évidemment concentrée sur la question de l'agir. Alors là, il faut juste que vous sachiez une chose. Il n'y a pas de distinction pareille chez Platon et chez Aristote. Autrement dit, l'idée que la philosophie est distinguée en trois parties appartient à l'époque de la dislocation de la philosophie. Dislocation au sens double, c'est-à-dire elle se disloque en trois disciplines. Et aujourd'hui, c'est comme ça, hein, c'est pour tout le monde, c'est à peu près ça la philosophie. Pour tout le monde, mais pas pour Platon et pas pour Aristote, c'est-à-dire pas pour les deux penseurs qui ont institué ce que c'est que la philosophie. Donc, dislocation de la philosophie, je veux dire dislocation en trois parties, dislocation au sens où elle a perdu son lieu. Hein. Disloquer, c'est en rapport avec le lieu, locus, etc. C'est que la philosophie, si elle s'est éclatée, si je puis dire, en discipline, c'est parce qu'elle a perdu son lieu propre, son élément le plus essentiel, son élément premier à partir duquel jaillissent toutes les autres interrogations, elle l'a perdu. Et donc c'est là que la philosophie devient, vous voyez, donc bien avant la méditation, la philosophie est devenue une espèce de guide pratique pour être heureux, pour bien agir, pour bien, etc. Et on a toutes sortes de champions de la sophistique moderne qui poursuivent cette tradition de la philosophie pour être bien heureux en 20 minutes. C'est du feel-good philosophique, ça. Les étalages de nos librairies n'en manquent pas. Juste pour que ça, je ne sais pas, vous me direz si ce n'est pas nécessaire. Je pensais que peut-être vous n'aviez pas une représentation très précise du monde grec, de ses dates, de comment ça fonctionne. Donc, est-ce que vous voulez que je vous parle un tout petit peu de ça, de rappeler juste... Donc, Zénon, là, le moment de la dislocation de la philosophie, il est né en moins 301. C'est le fondateur du portique à Athènes, etc. Bon, les stoïciens, il arrive en moins 312. Repère majeur, Socrate meurt en moins 399. Donc on est à la croisée du 5e et du 4e siècle. D'accord ? Socrate, c'est le virage entre le 5e siècle et le 4e siècle. Platon, quand Socrate meurt, a 22 ans. Donc Platon, c'est la première grande formulation de la philosophie au sens strict, c'est donc le 4e siècle. D'accord ? Et donc les stoïciens et les épicuriens, c'est celui d'après. C'est la fin de ça. D'accord ? Sophocle, c'est le 5e siècle. Comme il a vécu quasiment 90 ans, c'est vraiment le 5e siècle. D'accord ? Il traverse quasiment tout le siècle. Donc on a la dislocation de la philosophie fin du 4e, 3e siècle, la philosophie 4e siècle, Sophocle 5e siècle, Sophocle plein milieu du 5e siècle, Euripide à peu près contemporain, donc, mais en fait après Sophocle, même s'il se chevauche, et en tout cas après au sens où c'est plus du tout pareil, c'est plus du tout la même question tragique chez Euripide, Échille à cheval entre le 6e et le 5e siècle. Donc on raconte souvent qu'à la bataille de Salamine en moins 480, Échille a combattu, donc Échille le poète il est soldat à la bataille de Salamine, d'accord. Sophocle a 14 ans à ce moment-là, il conduit la ronde lors des fêtes qui célèbrent la victoire, et Euripide est né. Voilà, donc Salamine, Sophocle est combattant, il est dans la pleine puissance de l'âge. Sophocle a 14 ans, il chante et il danse la victoire, et Euripide est né. Donc 5e siècle, la tragédie, la Grèce classique,
C'est ça la Grèce classique, c'est la Corée qu'on a choisie pour le livret du séminaire, c'est la Corée, donc c'est la même, elle est contemporaine exactement de Sophocle, ça, c'est la sœur de la tragédie. En sculpture, ce qui se fait, c'est ça, à ce moment-là. Pindare, c'est comme Échille. Pindare, c'est pas la poésie tragique, c'est la poésie lyrique. C'est à cheval, 6e, 5e siècle. Sappho, la pure lyrique, 7e siècle. Et Homère et Hésiode, épique, 8e siècle. D'accord ? Donc le monde grec au sens strict, c'est de Homère à Aristote. Après, Zénon, Épicure, tout ça, c'est comme une espèce de queue de comète. Quelque chose s'est terminé. Ça dure 4 siècles. C'est étonnant que ça corresponde aussi à des genres poétiques, l'épopée, la poésie lyrique, et la fin, le 5e siècle, la fin de la poésie, avant que la parole philosophique prenne la relève, d'une certaine façon, 4e siècle. D'accord ? Tragédie, ça veut dire aussi 5e siècle, ça veut dire l'âge d'or d'Athènes. Hein ? C'est Périclès, qui était un ami intime de Sophocle. Sophocle qui était aussi homme politique. On en reparlera. Alors voilà, comme ça situe peut-être un petit peu l'idée que tout ça ne se chevauche pas, ni les poètes, ni la philosophie et la poésie. Et il y a quelque chose, quand j'ai dit relève, c'était délibéré, c'est-à-dire que quand Platon et Aristote commencent à penser la philosophie, ce qu'ils ont comme arrière-plan pensant et poétique, c'est tout ça. Et avec les contemporains d'Échille et de Pindare que sont les premiers penseurs, Parménide, Héraclite, etc. Alors, si je reviens à l'éthique, voilà, l'histoire du mot, c'est celle que je vous ai donnée. Donc, passage par le latin, la dislocation de la philosophie en discipline, et l'éthique s'occuperait donc uniquement de la question de l'action, du choix, du refus, de bien agir, de mal agir. La physique s'occupe de la nature et d'établir les lois de la nature, et puis la logique s'occupe des lois du raisonnement. Évidemment, lois du raisonnement qui servent à savoir bien agir, etc., etc. Mais ce qu'on ne peut pas voir dans un dictionnaire, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas voir de manière purement lexicographique, purement lexicale, si vous voulez, c'est que éthique, il y a une éthique première dans l'histoire occidentale, c'est l'éthique anicomaque, c'est-à-dire le livre d'Aristote. Alors, c'est une éthique, c'est la première éthique à s'être appelée comme ça, sachant que là, il y a une petite ambiguïté. À nouveau, c'est que ça n'est pas Aristote qui a donné à son livre ce titre-là, c'est les héritiers, les successeurs. Au moins, la philosophie, effectivement, se transmet dans les écoles et puis se disloque, etc. Donc, ils ont classé métaphysique, physique, éthique, etc. Néanmoins, c'est bien une éthique, c'est-à-dire il est bien question d'éthique dans un sens qu'il va falloir voir. Et ça, ce sera en détail l'objet du deuxième séminaire, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire l'éthique à Nicomaque, mais il faut juste que je vous dise quand même des petites choses pour que vous situiez et votre entente actuelle qui vient de là, et le décalage par rapport à ce dont il va s'agir dans Sophocle et dans la tragédie. Donc évidemment que l'éthique, c'est une doctrine de l'action, si on veut dire ça comme ça. Et bien sûr, l'éthique à Nicomaque s'ouvre sur la question de ce que signifie agir, les différents types d'actions, selon qu'on agit, qu'on fait quelque chose pour le faire, c'est ce qu'il appelle la praxis, ou que l'on fait quelque chose en vue d'autre chose que l'action elle-même. Si je vais me promener pour me promener, c'est une action qui a sa fin en elle-même. Si je fabrique une table, je ne fabrique pas une table pour le plaisir de scier, je fabrique une table pour un résultat qui pourra être à nouveau vendu, etc., etc. Donc d'un côté praxis, de l'autre côté poiesis, donc c'est bien des questions d'action dont il est question dans l'éthique à Nicomaque, mais ce n'est pas directement des questions morales au sens strict, c'est-à-dire qu'il y a deux plans. L'éthique est devenue une question morale après Aristote.
chez Aristote, ça n'est pas que une question morale, ça n'est pas que la question de bien agir ou mal agir. Et d'après ce que je viens de vous dire, il y a la question de la finalité de l'action, qui est antérieure à la question du bien et du mal. En vue de quoi faites-vous ça ? Et évidemment, la question d'Aristote, c'est la finalité de l'existence. En vue de quoi existons-nous ? Et là, vous voyez tout de suite que c'est une question éthique beaucoup plus ample que est-ce que c'est bien ou c'est mal de faire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire être humain ? Quelle est la finalité de l'être humain ? Quelle est l'ergone de l'être humain, comme il dit ? Quelle est l'œuvre de l'homme ? Parfois on traduit fonction, mais bon, fonction c'est un peu... Quelle est l'œuvre proprement humaine ? Voilà, c'est ça la question éthique aristotélicienne. Cette question éthique qui est au fond une question qui met en jeu l'être de l'être humain. Qu'est-ce que veut dire être humain ? Comprend la question de l'action du bien et du mal, mais pas seulement. Vous comprenez ? C'est plus large. C'est pas juste... ça n'est pas la question du bien agir ou du mal agir qui va déterminer ce qu'est un être humain. C'est la question de ce qu'est un être humain, de ce qu'il a à être comme être humain, qui permettra de comprendre ce que veut dire bien agir ou mal agir. C'est ça qui a disparu à Rome, la question de l'être humain, la question de ce que signifie être un être humain. Et si vous réfléchissez aujourd'hui, dans les questions éthiques qui se posent partout, c'est-à-dire par exemple au premier chef en médecine, c'est la déroute pour une raison simple, c'est qu'on met la charrue avant les bœufs. On ne pourra savoir, s'agissant par exemple de la mort d'un être humain, s'il faut faire ça ou pas faire ça, on ne pourra savoir, en tout cas on ne pourra esquisser des réponses que quand on aura pensé ce que signifie mourir. Et quand on aura pensé ce que signifie mourir, ça veut dire quand on aura pensé ce que signifie être humain et quel est le sens d'un être humain. Vous comprenez ? Ce n'est pas une question d'abord de est-ce que c'est bien ou c'est mal de débrancher un tel. La question c'est qu'est-ce que veut dire être humain ? Après, on pourra s'interroger sur est-ce que c'est bien ou c'est mal. Mais comme nous, on veut des réponses tout de suite, immédiates, et qu'il faut qu'à la fin de la séance, le comité est tranché, établi, et qu'il n'a pas le temps de prendre 10 ans pour réfléchir à ce que ça veut dire être humain, et peut-être de relire l'Éthique à Nicomaque, et peut-être de relire les tragédies de Sophocle, on est un peu dans une impasse. Alors nous, notre chemin, je pense que maintenant c'est à peu près clair, on va remonter du sens de l'éthique actuelle jusqu'au sens romain. Du sens romain, on remonte au sens aristotélicien, et on va même en amont. En fait, cette semaine, on va encore en amont d'Aristote. Donc, on va à la source même de tout ce qui peut être, c'est-à-dire à l'époque où il n'y a pas encore le mot. En tout cas, où il n'y a pas encore le mot comme discipline, où il n'y a pas encore, même pas comme titre de livre ou quoi. D'accord ? Et la source de tout ça, c'est un mot. Alors là, c'est un mot grec. C'est ethos. Et la feuille que je vous ai donnée concerne ça. Et donc, nous, l'idée, c'est de remonter jusqu'à la signification originaire de ethos, faire une expérience de ce que signifie ça à travers la tragédie grecque, qui est un lieu de manifestation de l'éthos quasiment à l'état pur, avec un niveau d'intensité qu'on ne rencontre quasiment nulle part ailleurs, pour pouvoir comprendre ce que veut dire éthique. D'accord ? Donc on fait un chemin philosophique, c'est-à-dire on ne fait que d'aller en arrière. On recule, on recule, on recule, on remonte, on remonte, on remonte, et plus on remonte, et plus il y a de questions, et plus il y a de questions, et moins il y a de réponses, et voilà. Et moi je vous laisserai là. Donc, et après, vous vous débrouillez avec tout ça. C'est comme ça qu'on va faire. Est-ce que les choses sont à peu près claires ?
Oui, ça va, c'est pas trop difficile, ça va pas trop vite, ça va? Parce qu'on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. Aujourd'hui, j'ai un certain nombre de choses à installer et à camper, donc il faut qu'on avance un petit peu. On séparera les... Non, on les fait à la fin, les questions. L'idée, c'est qu'on sépare la séance en deux. Et demain, vous aurez retravaillé, vous aurez repris, et comme ça, les questions seront peut-être plus... Aristote, Aristote, c'est le 4e siècle, il meurt en moins 322, Aristote. Aristote, c'est vraiment... Aristote, il est précepteur d'Alexandre le Grand, donc celui qui balaye le monde grec, si vous voulez. C'est l'effondrement de tout, d'Athènes. Socrate, on considère que c'est la fin de la démocratie athénienne, le moment où elle devient au fond une démagogie. Et Aristote, donc moins 399, et vous voyez, ce qui est très typique chez les philosophes, c'est que dans la tragédie, vous avez au 5e siècle une expérience de l'éthos dans Sophocle, dans le poème. Un siècle plus tard, Aristote fait la théorie de la tragédie, la philosophie de la tragédie dans la poétique. Au 5e siècle, c'est la culmination de la démocratie athénienne. Elle est vécue, incarnée à travers des hommes, à travers tout ça. Un siècle plus tard, quand il n'en reste plus rien, Aristote fait la théorie de la démocratie athénienne avec la politique, etc. etc. C'est-à-dire que la philosophie vient toujours après. Et après que ça s'est effondré. C'est-à-dire quand Aristote parle de la démocratie, ça n'existe plus, au fond. Vous comprenez ? C'est la phrase de Hegel dit ça. C'est à la tombée de la nuit que la chouette de Minerve prend son envol. La chouette de Minerve, c'est l'intelligence d'Athéna qui discerne. Et il faut que les choses soient révolues, terminées, pour que le philosophe travaille. Alors chez Sophocle, on n'a donc pas une théorie de l'éthos, on n'a pas une éthique, comme on a l'éthique à Nicomaque, on a une expérience. C'est pour ça que c'est la source de la source. Les philosophes viennent d'une certaine manière théoriser l'expérience. Alors ça ouvre plein de choses, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi plein de choses qui ont changé, on ne regardera pas ça en détail, mais c'est clair que la définition aristotélicienne de la tragédie, dans la poétique, elle n'a plus de rapport à la tragédie sophocléenne réelle. C'est autre chose. Et c'est la poétique d'Aristote qui servira à toute l'histoire littéraire pour les siècles à venir. Donc il y a un énorme malentendu dans toute l'histoire occidentale. À partir du moment où l'expérience grecque devient culture, on a la culture gréco-latine, on a Racine qui traduit la poétique d'Aristote pour écrire les tragédies, etc. etc. Donc on a après un format littéraire, ça devient la tragédie, ça devient un format littéraire, mais qui, par toute cette série d'intermédiaires, en fait, ne correspond pas réellement à l'expérience originaire qu'on a dans Sophocle. Et c'est ce qui fait, si vous avez des représentations scolaires de la tragédie, quand après vous lisez Sophocle, ça ne correspond pas du tout. C'est très étrange. On en parlait hier avec Caroline. On se dit, ah bon, mais on verra, nous, un peu en détail ça. Mais ça, c'est vrai pour tout, hein. C'est pas vrai que pour la tragédie. C'est vrai pour la politique, pour l'économique, pour la logique, enfin pour tout ce que les Grecs ont établi. Donc pour toute la colonne vertébrale du savoir occidental, si vous voulez. C'est très étonnant. Alors, ethos. C'est ça notre fil conducteur maintenant. Et j'aborde à présent ce qui a donné au séminaire vraiment son impulsion initiale, pour moi son inspiration première,
C'est la première phrase que vous avez dans le livret que je vous ai donné, pas celle de la couverture. Celle de la couverture, elle donne sa tonalité au séminaire. Ce n'est pas son fil directeur, c'est sa tonalité. Et la phrase et le tableau, d'ailleurs. La phrase qui sert de fil conducteur, c'est la phrase de Martin Heidegger qui est dans la lettre sur l'humanisme. C'est un texte de 1946, donc après la plus lourde dévastation que l'humanité ait eu à subir. Et Jean Beaufret, qui est français, pose dans une lettre des questions à Heidegger. Parmi ces questions, il y en a une que Heidegger retient et qui est d'une certaine manière la plus développée dans le texte de Heidegger. La question de Jean Beaufret, c'est la suivante, et on comprend bien pourquoi il la pose à cette date. Ce que je cherche à faire depuis longtemps déjà, c'est préciser le rapport d'une ontologie avec une éthique possible. Ça, c'est la question de Beaufret. Une ontologie, ça veut dire... Là, il pense encore dans les catégories tout à fait traditionnelles. L'ontologie, c'est étudier l'être, donc l'être de l'être humain. Et l'éthique, c'est la question de l'action. Si vous avez compris ce que j'ai dit pour Aristote, au fond, chez Aristote, il n'y a d'éthique que sur fond d'une ontologie de l'être humain. Qu'est-ce que signifie être humain? Qu'est-ce que l'être humain a à être? Et à partir de là, on comprend, on peut penser, dans le livre 3 de l'Éthique Nicomach, la question de l'agir, de la vertu, etc. etc. Et donc là, Beaufret repose cette question en 1946. Comment on peut articuler l'ontologie, la réflexion sur l'être même, hein, ontologie ça veut dire ça, et la question éthique. Et Heidegger répond de manière assez développée, et dans sa réponse, il y a cette phrase qui me préoccupe depuis beaucoup d'années, et donc ça fait des années que je rêvais de pouvoir en parler, donc je suis très content de pouvoir faire ça, de pouvoir... d'abord, ça me tient très très à cœur depuis beaucoup d'années. Là voilà cette phrase. Alors évidemment, ça a dû pas mal dérouter son interlocuteur, mais la caractéristique de son interlocuteur, en l'occurrence Beaufret, c'est qu'il a dû être très dérouté, et à partir de là, il s'est mis au travail. Donc il s'est dit, jamais personne m'a répondu ça, jamais aucun manuel ne répondrait comme ça, mais je vais essayer de voir ce que ça veut dire. Donc parmi les pages que lui écrit Heidegger, il y a cette phrase « Les tragédies de Sophocle, si une telle comparaison est permise, abritent en leurs paroles l'éthos de manière plus initiale que les leçons d'Aristote sur l'éthique. » Voilà, maintenant, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est ça que je voudrais qu'on analyse. Et donc, on va le faire très simplement, mot à mot.